je vous demande d'accueillir très chaleureusement Marlène Schiappa, qui est en train de saluer justement Zaya. Merci. Bien. Merci. Merci, Madame la Ministre, d'être avec nous. On vous a pris quelques minutes parce que vous êtes actuellement dans une réunion, je sais, au ministère. Donc, on va vous rendre à vos équipes parce que l'action, elle a commencé déjà maintenant depuis quelques jours. Et même mes équipes, mes journalistes m'ont dit que vous n'avez pas attendu justement pour vous mettre en marche. Madame la Ministre, vous remarquerez simplement une chose, c'est qu'à la tribune, nous on aime bien suivre l'actualité, c'est notre mission quotidienne, mais aussi on aime bien faire l'actualité. C'est vrai que tout à l'heure ça a été dit, la question de l'égalité homme-femme, c'est un engagement depuis déjà de nombreuses années pour notre journal économique, avec Valérie Descamps qui me précédait, et puis aujourd'hui cette action que nous développons aux côtés de BPI France, et je remercie Patrice Béguet avec qui nous avons lancé le mouvement avec Nicolas Dufourc. Parce que ce sujet-là, et je vais vous laisser la parole, nous souhaitons non pas faire uniquement ce soir, on a eu vraiment la chance de vous accueillir toutes et tous pour montrer qu'il y a plein d'initiatives portées par les entreprises, portées par les associations, mais ce mouvement de Women for Future, et je félicite Valérie, nous devons le déployer partout, dans toutes les régions françaises, et j'allais dire, si le président de la République a respecté son engagement, parce qu'il vous a mis, on va dire, je le sais, sous la coupe du Premier ministre, et c'est la meilleure façon de réussir, mais aussi, il y a ce sujet de la cohésion des territoires. Alors, j'allais dire, vous êtes au cœur de développer cette question de l'égalité homme-femme. C'est à vous maintenant de déployer cette feuille stratégique. Bienvenue, et j'ai envie de vous dire, cette énergie que vous avez vue ce soir vous inspire quoi pour la suite de votre action et des actions qui seront menées par le gouvernement ? Merci d'abord et bravo pour l'organisation de cet événement. Vous l'avez dit, vous ne vous contentez pas de suivre l'actualité, vous la faites et vous me montriez cette une absolument magnifique que vous avez réalisée. À quand l'égalité économique femmes-hommes ? Le lendemain de votre nomination. Hein. Je vous en remercie. Je me permets une petite précision sémantique. Vous savez que nous, les féministes, on est très attachés à la sémantique. Vous disiez que j'étais sous la coupe du Premier ministre. Je n'ai pas cet honneur. Je suis simplement rattachée à Matignon. Mais je comprends que c'est un petit peu technique. Et effectivement, le secrétariat d'État est rattaché à Matignon dans le but d'avoir des feuilles de route qui soient impulsées par le Premier ministre pour qu'il puisse ensuite, lui, avec le poids, effectivement, vous le soulignez, l'autorité politique qui est la sienne, faire rejaillir dans les feuilles de route de chaque ministre ces questions. Je vais être brève et je m'en excuse. Effectivement, vous l'avez dit, il y a des enseignants qui m'attendent actuellement au ministère parce qu'on travaille sur le sexisme et l'égalité dans les territoires. C'est un vaste chantier et ils viennent après leur journée de travail, donc je ne voudrais pas être trop impolie dans mon retard. J'ai pris des petites notes pendant que vous parliez tout à l'heure parce que moi je souffre comme beaucoup de femmes de ce qu'on appelle le syndrome de la bonne élève. Je ne sais pas si ça parle à certaines. Apparemment oui. Pas du tout. Vous savez, le syndrome de la bonne élève, on l'appelle aussi le syndrome de Cendrillon, c'est-à-dire que les femmes sont conditionnées pour... c'est pas une nature biologique, c'est une forme de conditionnement social. On est conditionné pour faire ce qu'on nous demande, travailler énormément, et tel Cendrillon, attendre qu'un jour notre travail acharné et modeste soit récompensé par un prince charmant qui viendra nous dire... Maintenant, tu as bien travaillé, tu as bien nettoyé, maintenant tu peux partir et te reposer, avoir une promotion, etc. Et on est toutes sous l'attente, d'après ce fameux syndrome de la bonne élève qui a été théorisé par des sociologues, de ce jour béni. Eh bien, moi, je lutte contre le syndrome de la bonne élève, même si j'en souffre aussi. Et je pense que nous devons, en tant que femmes, ne pas hésiter à nous valoriser, ne pas hésiter à mettre en avant nos parcours, ne pas hésiter à demander des augmentations, des promotions, et ne pas attendre pour cela d'avoir les 110% des compétences requises. On a parlé tout à l'heure de politique. Moi, j'étais membre de la Commission nationale d'investiture d'En Marche pour les élections législatives et on a réellement peiné à trouver des femmes qui soient candidates aux élections législatives. J'ai jamais eu autant de refus de ma vie en passant des appels, en disant à des femmes qui feraient de formidables députés « Est-ce que tu veux être candidate sur cette circonscription ?» et d'avoir des refus de femmes qui nous disaient que pour elles, le monde politique était considéré comme trop dur ou pas forcément intéressant.
je pense qu'on a raison de dénoncer le sexisme qui existe dans l'univers politique, il faut absolument le faire, mais je pense qu'on n'a pas raison d'effrayer les femmes, et je pense qu'on n'a pas raison de dire aux femmes, vous savez, la politique, c'est un monde très dur. C'est vrai que la politique, c'est dur, c'est pas plus dur que d'élever des enfants, c'est pas plus dur que d'accoucher, c'est pas plus dur que de faire énormément de choses que les femmes font depuis des siècles et que tout le monde trouve ça normal. Donc je pense qu'il faut arrêter de dire aux femmes que la politique est un monde dur, et il faut leur dire que c'est un monde qui a besoin d'elles, et ce ne sont pas les femmes qui rendent service à la société en se portant candidate à des élections ou en se portant candidate à des promotions dans le cadre de leurs entreprises. C'est la société qui bénéficie de ce service que rendent les femmes, que de se valoriser, que de demander des augmentations, des promotions et de prendre toute la place qui doit être la leur. Il y a énormément d'études économiques dont vous vous êtes souvent fait les relais, d'ailleurs, la Tribune, et ce que je salue, qui montrent que les entreprises surperforment quand elles sont mixtes. Donc l'idée, c'est pas de remplacer tous les hommes par toutes les femmes, je rassure les quelques hommes qui sont là ce soir, mais l'idée, c'est d'avoir des équipes mixtes, et on constate qu'on performe plus et qu'on a plus de résultats économiques quand on est plus performant. On constate aussi qu'il y a des retours sur investissement qui sont plus forts dans les entreprises dès lors qu'il y a des investissements qui sont faits sur l'égalité professionnelle, sur l'égalité salariale, mais aussi sur la conciliation vie professionnelle, vie familiale, qui est un sujet qui me tient à cœur avec mon réseau Maman Travail sur lequel je travaille depuis une dizaine d'années. Je pense qu'il y a énormément de politiques RH qui peuvent être mises en place dans les entreprises et qui sont efficaces. Alors, comme c'est toujours plus facile de donner des conseils aux entreprises et de ne rien faire soi-même, on a commencé au ministère dont j'ai la charge à mettre en place un certain nombre de pratiques. Déjà, j'ai recruté une directrice de cabinet depuis aujourd'hui qui nous a prévenu qu'elle n'aimait pas rester tard le soir au bureau et que donc elle ne resterait pas tard le soir au bureau. C'est une première forme de lutte contre le présentéisme qui fait partie de notre culture. Ensuite, nous allons ouvrir ce qui se fait en Allemagne, ce qui s'appelle en Allemagne les Kinderbureaux, c'est-à-dire que c'est un bureau dans lequel on a de quoi accueillir les enfants quand il y a une grève à l'école, par exemple, ou une nounou qui est malade et qu'on ne sait pas comment garder ses enfants. Eh bien, en Allemagne, il y a des Kinderbureaux dans lesquels on peut travailler en accueillant ses enfants. Nous, on va ouvrir ce bureau des enfants. Et on a un certain nombre de politiques RH dont on va se faire l'écho auprès des entreprises. Par exemple, le late blooming, qui consiste à l'identification de profils qui peuvent évoluer au-delà de l'âge charnière de 35 ans, parce que vous savez qu'à 35 ans, en moyenne, les femmes ont des enfants en bas âge. Et par hasard, il se trouve que 35 ans, c'est aussi l'âge majoritaire auquel on propose des évolutions à l'intérieur des entreprises. Donc l'idée du late blooming, c'est que se dire, on peut être un potentiel à 50 ans, on peut être une femme de 50 ans ou de 55 ans et plus, et être encore considéré comme un potentiel et un talent à faire évoluer dans une entreprise. Et la question qui a été évoquée tout à l'heure des binômes paritaires, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un poste à pourvoir et qu'on s'oblige à avoir une shortlist avec un binôme paritaire, eh bien ça oblige à une forme de mécanisme qui finalement va nous obliger à identifier des femmes et donc plus fortement à faire progresser des femmes. Très rapidement, dans ce que j'ai entendu dire tout à l'heure, j'ai entendu Delphine Rémy-Boutang qui disait qu'elle s'offusquait, enfin, qu'elle était contre l'expression de plafond de verre. Je partage assez ce qu'elle a dit. Moi, je parle de plafond de verre en général pour parler de ce qui concerne spécifiquement les mères, qui sont considérées comme des agents à risque en entreprise. Mais les Canadiens, vous le savez sûrement, parlent de plancher collant, ce qui est une autre expression. Alors, je fais très mal l'accent canadien, donc je ne vais pas essayer de le faire. Mais effectivement, lutter contre le plancher collant, il y a un côté Wonder Woman et décoller et faire décoller sa carrière pour atteindre des sommets qui est peut-être effectivement plus facile psychologiquement que se dire de briser le plafond de verre. Et c'est vrai que cette expression, elle peut un peu nous faire peur à nous-mêmes. Je vous dis toutes les choses en vrac. Ce que j'ai noté que Olga Troskianski parlait des circonscriptions gagnables. Nous, effectivement, comme je vous le disais, c'est un travail qu'on a fait avec En Marche, d'identifier des femmes et de les investir sur des circonscriptions gagnables. Actuellement, au Parlement, il y a près de 80% d'hommes et à peine plus de 20% de femmes. C'est anormal. Ça ne représente pas la population française. Ça nous brime de toute une partie de la population qui n'est pas représentée. Et ma conviction personnelle, c'est qu'on a un certain nombre de sujets sur lesquels on aurait pu, depuis des dizaines d'années, avoir des avancées sociétales très fortes. Je pense à la lutte contre les violences faites aux femmes, mais je pense aussi, par exemple, à la question des modes de garde et des places en crèche. Et je pense que la sous-représentation des femmes fait que ces sujets n'ont pas été portés. Alors, je ne suis pas en train de dire que toutes les femmes sont expertes en places en crèche et en violences sexistes et sexuelles, mais je pense que néanmoins, on est moins porteur viscéralement de sujets quand on ne les a pas vécus. Et quand on a, encore une fois, une assemblée qui est non mixte et qui correspond à un seul critère, eh bien, on
n'a pas une Assemblée nationale performante. Donc, mon souhait, c'est qu'à l'issue de ces élections, on ait une Assemblée qui soit mixte, quel que soit le résultat de ces élections. Mais je pense que c'est absolument important de le dire. Peut-être une dernière chose, vous aviez tout à l'heure demandé aux intervenantes de faire part de citations qui leur sont chères. Moi, vous ne me l'avez pas demandé, mais je vais vous en donner une quand même. C'est une citation de Simone de Beauvoir qui dit que c'est par le travail seul que la femme franchira la distance qui la sépare de l'homme. Je suis assez d'accord avec ça. On a beaucoup de débats politiques sur la valeur travail, savoir si la valeur travail c'est de gauche ou si la valeur travail c'est de droite. Moi, je pense que la valeur travail, elle est féministe avant tout, et je pense que les femmes savent ce que c'est que de devoir travailler 2 fois plus pour obtenir la même chose, et que c'est effectivement par le travail et par la reconnaissance et par le salaire effectif qui correspond à notre travail qu'on arrivera à franchir ces inégalités. Et peut-être une dernière chose, dans nos mesures que nous allons mettre en œuvre, que je vais mettre en œuvre moi en tant que secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, vous savez que c'est la grande cause nationale du quinquennat du président de la République, l'égalité entre les femmes et les hommes. Notre conviction, c'est que tout est lié, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire aux femmes « allez-y, brimez l'autocensure et allez-y, demandez des augmentations » si en même temps elles sont assignées à résidence dans la garde des enfants et si en même temps elles doivent craindre pour leur sécurité quand elles sortent dans la rue parce qu'elles sont potentiellement victimes de violences dans les transports ou dans la rue. Donc on pense qu'en agissant sur le développement de modes de garde, sur la lutte contre les violences, etc., on agit indirectement sur l'égalité professionnelle. Mais on a une mesure très forte qui nous tient à cœur, qui est le name and shame, pour faire un anglicisme, c'est-à-dire nommer et dénoncer. Donc là, nous allons prendre les 10 dernières entreprises du barème Ethic and Boards qui est sorti en novembre dernier, qui est le dernier baromètre d'égalité professionnelle. Et nous allons téléphoner à ces 10 entreprises pour leur dire qu'elles sont dans la queue de peloton, que nous allons appliquer notre programme électoral qui est le name and shame, mais que nous leur proposons un repêchage et que nous leur proposons de venir assister toute une journée à une formation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale et la meilleure façon de valoriser les femmes en entreprise. Une formation qui leur est offerte. Les entreprises qui viennent, on les accompagnera parce qu'on pense que toutes les entreprises qui sont dans le bas de ce classement, c'est pas forcément par misogynie, ça peut être aussi par manque de moyens, par manque d'informations, etc. Donc on les accompagnera et on fera une communication très positive sur leur nouvel engagement en tant qu'entreprise engagée pour l'égalité professionnelle et l'égalité salariale. Sinon, on les publiera sur la tribune. Et en revanche, eh bien, chiche, en revanche, celles qui ne viendront pas, nous enverrons la liste à la tribune qui les rendra publiques. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci à toutes. Merci, Madame la Ministre. Merci de vous être déplacée. Une dernière citation que je souhaitais partager avec vous. C'est une citation de Louis Aragon qui a dit « C'est de la femme que vient la lumière » et vous avez contribué ce soir à nous apporter la lumière. Merci à vous. Merci.